j'ai découvert que mon mari me trompait avec ma sœur. Je suis parti. 8 ans plus tard, ils sont revenus en rampant pour lui sauver la vie. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Bonjour à tous. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, prenez une bonne tasse de thé et mettez-vous à l'aise. J'adorerais savoir à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo. S'il vous plaît, commentez M pour matin, A pour après-midi, ou S pour soir. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. L'odeur de l'hôpital a été la première chose qui m'a frappé. C'était ce mélange spécifique d'antiseptique, de cire pour le sol, et de café rassis, celui qui vous retourne toujours l'estomac. Mais ce n'est pas l'odeur qui m'a donné envie de vomir. C'étaient les personnes qui se tenaient devant moi. Ma mère, Linda, semblait plus âgée, son visage marqué de rides qui n'était pas là la dernière fois que je l'avais vue. Mon père, Robert, avait l'air du fantôme de l'homme que j'avais connu. Et puis, il y avait ce médecin, qui me regardait avec une expression pleine d'espoir qui me donnait la chair de poule. Il me regardait comme si j'étais une sauveuse, comme un ange envoyé du ciel. Mais je n'étais pas un ange. J'étais juste une femme, ramenée de force dans un enfer que je pensais avoir fui il y a 8 ans. Il voulait quelque chose de moi. Quelque chose d'énorme. Un rein. Plus précisément, mon rein, pour sauver la vie de la personne allongée dans ce lit d'hôpital. Ma sœur, Mélanie, la femme qui avait détruit ma vie avec un sourire aux lèvres. Le médecin s'est raclé la gorge, attendant ma réponse. Mes parents retenaient leur souffle, leurs yeux suppliants, me priant d'être la bonne fille une dernière fois. Je les ai regardés. Puis j'ai regardé la porte fermée de la chambre d'hôpital où Mélanie se mourait. J'ai pris une profonde inspiration, et je leur ai donné ma réponse. Mais avant de vous dire ce que j'ai dit, et le choc qui a failli leur arrêter le cœur, vous devez comprendre pourquoi je me tenais là, en premier lieu. Pour comprendre la fin, nous devons retourner au début. Revenir au moment où ma petite vie parfaite a commencé à se fissurer. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. J'apprécie vraiment que vous soyez là pour écouter mon histoire. Avant de continuer, veuillez prendre une seconde pour laisser un commentaire ci-dessous et me dire de quelle ville ou de quel état vous écoutez. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Maintenant, retournons 8 ans en arrière. Je m'appelle Valérie. Au moment où tout a commencé, j'avais 32 ans et j'étais fier d'avoir une vie bien rangée. Je suis expert comptable diplômé, une CPA. Mon monde est bâti sur la logique, les chiffres, et les bilans comptables. Dans mon domaine, si les chiffres ne correspondent pas, on trouve l'erreur, on la corrige, et on passe à autre chose. J'appliquais cette même logique à ma vie. J'avais une carrière stable, une belle maison en banlieue, et un mari, Derek, avec qui j'étais marié depuis 6 ans. Nous étions, de l'avis de tous, une équipe solide. Nous avions nos drames de couple habituels, bien sûr, mais nous en avions grandi. Je pensais que nous avions une relation aimante et inébranlable. Tout se déroulait comme prévu jusqu'à environ 8 mois avant la fin de mon mariage. C'est à ce moment-là que ma sœur cadette, Mélanie, est revenue dans notre ville natale. Mélanie avait 28 ans, et elle était tout ce que je n'étais pas. Elle était chaotique, extravagante, et vivait entièrement sur des coups de tête. Elle vivait en Floride depuis ses 18 ans, courant après le soleil et les mauvaises relations. Elle est rentrée parce que son petit ami de longue date l'avait larguée et avait déménagé dans une nouvelle ville, la laissant sans le sou. Quand Mélanie a débarqué chez mes parents, avec pour seul bagage quelques valises et une histoire à faire pleurer, la dynamique de notre famille a changé instantanément. Ou plutôt, elle est revenue exactement à ce qu'elle avait toujours été. Vous voyez, dans ma famille, les rôles étaient attribués à la naissance. Mélanie était l'enfant chéri. J'étais le bouc émissaire. Ce n'était pas de la maltraitance évidente, juste 1 million de petites coupures qui m'ont vidé de mon sang au fil des ans. Je me souviens de notre adolescence. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu une Dodge Néon de 8 ans qui sentait le chien mouillé. J'en étais reconnaissante, bien sûr. Mais 2 ans plus tard, quand Mélanie a eu 16 ans, mes parents lui ont acheté une Mitsubishi Eclipse décapotable rouge, de 2 ans. Quand j'ai posé la question sur la différence, ma mère a juste agité la main et a dit « Mélanie a besoin d'une voiture fiable. » Valérie, tu sais comment elle est. Oui, je savais comment elle était, impuissante par choix. Alors, quand elle est revenue de Floride, le schéma s'est répété. Elle nous a raconté que son ex-petit ami l'avait trompée avec des hommes.
Ça semblait tragique, et ma mère a tout gobé. Je ne connaissais pas bien le type. Je ne l'avais rencontré que quelques fois pendant les vacances, mais il ne m'avait jamais donné l'impression de mener une double vie. Mais qui étais-je pour juger? J'ai essayé de la soutenir. J'ai essayé d'être la bonne grande sœur. Mélanie a réemménagé chez mes parents, mais elle se plaignait constamment d'argent. Elle n'avait pas de travail, pas d'économie, et aucun projet. Un soir, lors d'un dîner de famille, le piège s'est refermé. Nous étions assis autour de la table de la salle à manger de mes parents, picorant un poulet rôti, quand ma mère, Linda, a poussé un lourd soupir. « Valérie » a-t-elle dit en me regardant avec ses yeux de chiot qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Mélanie a vraiment du mal. Elle a besoin d'une pause. Elle a besoin d'un travail. Je sais, maman, ai-je dit en coupant un morceau de poulet. Le marché est difficile en ce moment. Eh bien, a poursuivi maman, sa voix baissant à un murmure conspirateur. Derek est haut placé dans son entreprise. Il a sûrement une certaine influence. Ne pourrait-il pas trouver un poste pour Mélanie dans son service? J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Mélanger la famille et les affaires était une violation de toutes les règles de mon manuel de CPA. C'était désordonné. C'était risqué. J'ai regardé Derek. Il mâchait sa nourriture, l'air indifférent. Je ne sais pas, ai-je commencé à dire. L'entreprise de Derek a des politiques d'embauche strictes. Oh, des bêtises, a ajouté mon père, Robert. C'était un homme sans caractère, qui se faisait l'écho de tout ce que disait ma mère. C'est juste un poste administratif. Derek, tu peux aider la famille, n'est-ce pas? Derek s'est essuyé la bouche avec une serviette et a souri. Je pense qu'il pourrait y avoir un poste vacant dans mon service. Je peux jouer de mes relations. Tu vois. Maman a tapé dans ses mains. Derek est un homme si bon. Merci, Derek. Mélanie sera tellement soulagée. J'ai regardé mon mari, ressentant un étrange mélange de gratitude et d'appréhension. Tu es sûr, lui ai-je demandé plus tard dans la voiture. Ça va, Val, a-t-il dit en se penchant pour me serrer la main. C'est ta sœur. Nous devrions l'aider à se remettre sur pied. En plus, ça fera plaisir à ta mère. J'ai serré sa main en retour, pensant que j'avais le meilleur mari du monde. Je ne savais pas qu'en invitant ma sœur dans son bureau, je lui tendais essentiellement une arme chargée, et que je la pointais sur ma propre tête. Le premier mois où Mélanie a travaillé dans l'entreprise de Derek a semblé bien se passer en surface. Elle était en fait qualifiée pour le poste, ou du moins assez qualifiée pour ne pas se faire virer immédiatement. Elle travaillait dans le même service que Derek, ce qui signifiait qu'ils se voyaient tous les jours. Au début, je pensais que c'était une bonne chose. Peut-être que Derek pourrait garder un œil sur elle, s'assurer qu'elle faisait vraiment son travail, et ne prenait pas des pauses déjeuner de 3 heures comme elle le faisait à ses anciens emplois. Mais ensuite, les limites ont commencé à se dissoudre. Lentement au début, comme du sucre dans un thé chaud. Mélanie a commencé à passer de plus en plus de temps chez nous. Ça a commencé par le fait qu'elle se faisait raccompagner par Derek, parce que sa voiture ne démarrait pas, ou qu'elle n'avait pas d'argent pour l'essence jusqu'à ce que son premier salaire arrive. Ils franchissaient la porte d'entrée ensemble, riant de quelque chose qui s'était passé au bureau. « Oh, Val, tu aurais dû voir la tête du patron aujourd'hui, » disait Mélanie, en enlevant ses chaussures dans mon entrée, comme si elle habitait là. Elle jetait son sac à main sur mon plan de travail en granit, mon plan de travail méticuleusement organisé, et s'affalait sur le canapé. Ouais, ricanait Derek en desserrant sa cravate. C'était inestimable. Je restais là, dans mon tablier, venant juste de finir de préparer le dîner après ma propre longue journée au cabinet, et je souriais poliment. Ça a l'air drôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il se regardait, échangeait un rapide regard complice, et disait, « Oh, c'est juste un truc du boulot. » Tu ne comprendrais pas, j'ai ressenti une petite pointe d'agacement, mais je l'ai ignoré. Ce n'était qu'une blague de bureau. J'avais aussi des blagues de bureau avec mes collègues. Mais la fréquence a augmenté. Mélanie a commencé à rester dîner 3, parfois 4 soirs par semaine. Elle s'asseyait à ma table, mangeant la nourriture que j'avais payée et cuisinée, et monopolisait la conversation avec Derek. Il parlait de projets, de collègues, de ragots de bureau. Je restais assise là, à manger mes pâtes en silence, me sentant comme la 3e roue du carrosse dans mon propre mariage.
J'ai essayé de m'inclure. J'ai posé des questions. Alors, comment avance la nouvelle stratégie marketing, ai-je demandé un soir. Mélanie a levé les yeux au ciel de manière enjouée. Des trucs ennuyeux, Serette. Tu ne veux pas entendre parler de stratégie d'entreprise ennuyeuse. Parlons de toi. Comment s'est passée la compta? La façon dont elle a dit « compta » donnait l'impression que je passais ma journée à regarder la peinture sécher. Ça a été, ai-je dit, la voix tendue. J'ai sauvé un client d'une énorme dette fiscale aujourd'hui. Passionnant, a ricané Mélanie. Puis elle s'est retournée vers Derek. Et, tu as vu cet email de Sarah? Celui avec la faute de frappe? Et voilà, j'étais de nouveau invisible. Mais ce n'était pas seulement les dîners. C'était l'espace physique qu'elle occupait. Elle a commencé à laisser des affaires chez nous, un pull sur le dossier d'une chaise, sa marque de soda préférée dans notre frigo. Un jour, j'ai trouvé son chargeur branché au mur, à côté du lit de Derek. Pourquoi le chargeur de Mélanie est dans notre chambre, ai-je demandé à Derek ce soir-là. Il a haussé les épaules, sans lever les yeux de son téléphone. Oh, son téléphone était à plat pendant qu'on examinait des dossiers tout à l'heure. Elle a dû l'oublier. Vous examiniez des dossiers dans notre chambre, ai-je demandé en haussant un sourcil. Non, Val, détends-toi, a-t-il dit, me regardant enfin avec une pointe d'irritation. On était dans le salon. Je l'ai juste ramené ici plus tard, parce que je pensais que c'était le mien. Ils se ressemblent tous. C'était une explication plausible. Logique. Mais ça ne me convenait pas. J'ai commencé à remarquer des changements chez Derek aussi. Il s'habillait mieux pour le travail. Il a acheté un nouveau parfum. Il a commencé à aller plus souvent à la salle de sport. Quand je l'ai complimenté, il a dit qu'il voulait juste rester compétitif dans le monde de l'entreprise. Et puis il y avait les projets. Mélanie et Derek avaient soudainement beaucoup de projets urgents qui les obligeaient à travailler tard, du moins c'est ce qu'ils disaient. Le problème, c'est que nos horaires étaient différents. Derek travaillait de 8h à 17h. Moi, je travaillais plus tard, généralement de 10h à 19h, surtout pendant la période des impôts. J'ai commencé à rentrer à 19h30, pour trouver la voiture de Mélanie dans l'allée. J'entrais, et ils étaient assis sur le canapé, ordinateurs portables ouverts, mais sans beaucoup taper. L'air dans la pièce semblait toujours chargé, épais d'une énergie que je ne pouvais pas identifier. Quand j'entrais, l'énergie se brisait, se dissipant dans un silence gêné. Et, disait Derek en se levant un peu trop vite. On était juste en train de finir. Ouais, ajoutait Mélanie en fermant son ordinateur portable. On bosse dur. Tu sais ce que c'est, Serette. Je l'ai regardée. Elle portait un débardeur que je ne reconnaissais pas. Il ressemblait étrangement à un de mes vieux de l'université. C'est mon t-shirt, ai-je demandé. Oh oui, a-t-elle ri en tirant sur la bretelle. J'ai renversé du café sur le mien tout à l'heure. Derek m'a laissé emprunter un de tes trucs. J'espère que ça ne te dérange pas, elle portait mes vêtements, dans ma maison, avec mon mari. Ça va, ai-je dit, bien que ma mâchoire soit si serrée que je pensais pouvoir me casser une dent. Lave-le juste avant de le rendre. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. C'était ma famille. Il reniflement était mon mari. Il travaillait juste. Mais au fond de moi, l'expert comptable en moi savait que les chiffres ne collaient pas. L'esprit humain a une capacité incroyable de déni. Même lorsque les signaux d'alarme sont agités juste sous votre nez, peints en néon et criants, vous trouvez des moyens de les ignorer. Vous vous dites que vous êtes stressé. Vous vous dites que vous êtes en insécurité. Vous vous dites que les personnes que vous aimez ne vous feraient pas ça. C'est la phase dans laquelle je suis entré ensuite, la phase de manipulation psychologique. Cela faisait environ un mois que Mélanie traînait chez nous tous les jours. Les projets de travail devenaient plus fréquents. Je rentrais du travail fatigué, le cerveau en compote après avoir regardé des feuilles de calcul toute la journée, pour entrer dans une maison qui ne ressemblait plus à la mienne. J'ai décidé d'affronter Derek à propos de la fréquence de ses visites. Pas à propos de la tromperie. Je n'étais pas encore prête à prononcer ce mot à voix haute. Mais à propos des limites. Derek, ai-je dit un soir, après que Mélanie soit enfin partie. Il faut qu'on parle de Mélanie. Il a soupiré, laissant tomber sa tête en arrière contre le coussin du canapé. Quoi encore, Val? Elle est là tous les jours,
ai-je dit en essayant de garder mon calme. Je rentre du travail et elle est là. On n'a plus jamais de temps seul. On a l'impression d'avoir une colocataire. Derek m'a regardé comme si j'étais déraisonnable. Elle traverse une période difficile, Val. Elle est seule. Elle vient de sortir d'une relation terrible. Elle a besoin de sa famille en ce moment. Je comprends ça, ai-je dit. Mais doit-elle être ici tous les soirs? Ne peut-elle pas rester chez papa et maman? Tes parents la rendent folle, a dit Derek en se levant et en allant à la cuisine chercher un verre d'eau. Elle se sent en sécurité ici. Elle se sent à l'aise avec nous. Pourquoi es-tu si peu solidaire de ta propre sœur? C'est assez moche, honnêtement. Ça m'a stupéfaite. Il retournait la situation, faisant de moi la méchante. Je ne suis pas peu solidaire. C'est moi qui lui ai trouvé le travail, non? Je la nourris constamment. C'est juste que mon mari me manque. Derek s'est légèrement adouci, revenant vers moi pour me serrer dans ses bras. Je suis là, chérie. Je ne vais nulle part. On l'aide juste. C'est temporaire. Une fois qu'elle sera remise sur pied et qu'elle rencontrera quelqu'un de nouveau, elle ne sera plus autant là. Sois juste patiente. D'accord? D'accord, ai-je chuchoté contre sa poitrine, sentant ce nouveau parfum qu'il avait commencé à porter. D'accord. Mais les choses du travail continuaient. Et puis, les horaires ont commencé à devenir suspects. Mes horaires étaient de 10h à 19h. Ceux de Derek, de 8h à 16h30. Cela signifiait qu'il y avait une fenêtre de temps, de 16h30 à 19h, où je n'étais pas à la maison, mais eux, ils avaient fini de travailler. Un mardi, j'ai appelé Derek à 17h. Il n'a pas répondu. J'ai rappelé à 17h30. Directement sur la messagerie vocale. Je lui ai envoyé un SMS. Tout va bien? Aucune réponse. Quand je suis rentré à 19h15, la voiture de Mélanie était dans l'allée. Je suis entré et ils étaient dans la cuisine. Derek cuisinait, ce qu'il faisait rarement en semaine. Il préparait des pâtes. Mélanie était assise sur le comptoir. Sur le comptoir, pas sur un tabouret, en sirotant un verre de vin. Mon vin. Et, a dit Derek, l'air un peu rouge. On a décidé de te préparer le dîner puisque tu travaillais tard. Je t'ai appelé, ai-je dit en posant mon sac. Tu n'as pas répondu. Oh, mon téléphone était en silencieux, a-t-il dit rapidement. On était vraiment concentré sur cette présentation pour demain. Désolé. J'ai regardé la table. Il y avait des papiers étalés, certes, mais il y avait aussi une ambiance dans la pièce que je ne pouvais pas ignorer. C'était trop domestique, trop intime. Pourquoi es-tu assise sur le comptoir, ai-je demandé à Mélanie. Elle a sauté à bas, en lissant sa jupe. Je tiens compagnie au chef. Détends-toi, sœurette. Tu as l'air si tendu. Tu as besoin d'un verre. Elle m'a versé un verre de vin, agissant comme l'hôtesse dans ma propre maison. Plus tard dans la nuit, j'ai de nouveau demandé à Derek. Tu es sûr qu'il ne se passe rien? Toi et Mélanie semblaient très proches ces derniers temps. Il m'a regardé droit dans les yeux, son visage un masque de blessure et d'incrédulité. Valérie, c'est dégoûtant. C'est ta sœur. Comment peux-tu même penser ça? Tu sais que je t'aime. Tu laisses ton stress du travail déteindre sur notre mariage. Tu as l'air paranoïaque, et c'est vraiment peu séduisant. J'ai ressenti une vague de honte m'envahir. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que j'étais paranoïaque. L'inceste était un tabou pour une raison. C'était impensable. Il avait raison. C'était une pensée dégoûtante. Je me suis excusé. Je lui ai dit que j'étais juste fatigué. J'ai promis de faire mieux. Il m'a embrassé sur le front, un geste qui semblait bienveillant et indulgent. Ça va, a-t-il dit. Je sais que tu es fatigué. Fais-moi juste confiance. Je voulais lui faire confiance. Vraiment. Mais la confiance est comme un miroir. Une fois qu'on y voit une fissure, on ne peut s'empêcher de regarder le reflet pour voir s'il est déformé. Et il y a 2 mois, j'ai vu quelque chose qui a complètement brisé le miroir. Il y a 2 mois, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait douter de ma propre santé mentale. Comme je l'ai mentionné, je suis expert comptable.
Je suis soucieuse du détail, par nature et par métier. J'aime l'ordre. J'aime les systèmes. L'un de mes systèmes, c'est la façon dont je fais le lit chaque matin avant de partir au travail. C'est un rituel. Je lisse les draps, je gonfle la couette, et je place toujours, les oreillers de sorte que le côté ouvert de la tête d'oreiller soit tourné vers le bord du lit, loin du centre. C'est un petit détail, peut-être un peu obsessionnel, mais j'aime les lignes épurées que cela crée. C'était un jeudi. J'étais parti au travail à 9h30. Le lit était parfaitement fait, comme toujours, les têtes d'oreiller tournées vers l'extérieur. Ce jour-là, Mélanie était passée. Quand je suis rentré à 19h, elle avait déjà dîné avec nous, des plats à emporter cette fois, puis elle est retournée chez mes parents vers 21h. Derek et moi nous sommes préparés à aller au lit. En entrant dans la chambre pour défaire les couvertures, je me suis arrêté. Le lit avait l'air fait. Pour un œil non averti, il semblait exactement comme je l'avais laissé. Mais en regardant de plus près les oreillers, les deux oreillers principaux étaient là, mais les têtes étaient inversés. Le côté ouvert des têtes d'oreiller était tourné vers le milieu du lit. Mon cœur a raté un battement. Une sensation de froid a parcouru ma colonne vertébrale. Je suis resté là, à fixer les oreillers. Avais-je fait ça? Non. Je le fais de la même manière depuis 6 ans. La mémoire musculaire ne flanche pas comme ça. Je me suis approché du lit et j'ai touché les draps. Ils semblaient frais, mais légèrement moins impeccables que d'habitude, comme si quelqu'un les avait lissés à la hâte. Je me suis retourné et je suis retourné dans le couloir, où Derek se brossait les dents dans la salle de bain. Et, ai-je dit, en essayant de garder une voix décontractée, mais mon pouls battait la chamade dans mon cou. Tu as fait une sieste aujourd'hui? Il a craché le dentifrice et s'est rincé la bouche. Il m'a regardé dans le miroir. Il avait l'air un peu secoué, une lueur de panique momentanée dans ses yeux, avant qu'il ne la masque. Non, a-t-il dit en s'essuyant la bouche. Pourquoi tu demandes? Le lit n'est pas comme je l'ai fait ce matin, ai-je dit. Les oreillers ont bougé. Il s'est retourné, s'appuyant contre le lavabo, croisant les bras. Posture défensive. Val, je n'ai pas touché au lit. Je ne suis pas entré dans la chambre depuis ce matin. Tu as dû le faire différemment aujourd'hui et l'oublier. Non, ai-je dit fermement. Je ne le fais jamais comme ça. Eh bien, personne n'était dans le lit, a-t-il dit, sa voix montant légèrement. Tu m'accuses sérieusement de quelque chose à cause d'un oreiller? Est-ce que tu t'entends? Tu as l'air folle. Alors pourquoi ont-ils bougé, ai-je insisté. Peut-être que la femme de ménage est venue, a-t-il suggéré. On n'a pas de femme de ménage, Derek, ai-je cassé. Alors tu te trompes, a-t-il crié. Mon Dieu, Valérie, arrête de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Il est passé devant moi en trombe, a arraché les couvertures, s'est glissé dans le lit et m'a tourné le dos. Je vais dormir. Je ne vais pas supporter tes névroses ce soir. Je suis restée dans le couloir, tremblante. Je n'étais pas folle. Je savais que je n'étais pas folle. J'ai attendu qu'il s'endorme. J'ai écouté sa respiration s'approfondir, le rythme régulier d'un homme à la conscience tranquille, ou d'un homme qui était un très bon menteur. Je me suis faufilé dans le salon et j'ai pris son ordinateur portable. Je connaissais son mot de passe. C'était sa date de naissance. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à fouiller. J'ai vérifié ses emails. Rien. J'ai vérifié son historique de navigation. Effacé. J'ai vérifié ses messages. Juste des textos banals sur le travail, le sport, et quelques discussions de groupe. Puis je suis allé chercher son téléphone, qu'il avait laissé en charge sur la table de nuit. Je l'ai soigneusement débranché et je l'ai emporté dans la salle de bain. J'ai tout passé en revue. SMS, appels, photos, dossiers supprimés. Rien. Absolument rien. La conversation par SMS avec Mélanie était d'une innocence troublante. Mélanie, je suis en retard pour le travail. Derek. D'accord, à tout à l'heure. Mélanie. Tu peux m'aider avec cette feuille de calcul plus tard? Derek. Bien sûr. C'était trop propre. Ils travaillaient ensemble 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Puis ils traînaient après le travail. Pourquoi aurait-il besoin de s'envoyer des SMS?
Ils se parlaient tout le temps en personne. Ou alors, ils utilisaient une application que l'on ne connaissait pas. Je suis resté assise sur le carrelage froid de la salle de bain à 2 heures du matin, tenant son téléphone, ayant l'impression de perdre la tête. Étais-je folle? Peut-être que j'avais mal fait le lit. Peut-être que j'étais juste stressé et que je projetais. Mais je me suis souvenu de l'odeur dans la chambre, quand je suis entré pour la première fois. C'était faible, presque imperceptible. Mais sous l'odeur de notre lessive, il y avait autre chose. Une touche de vanille et de noix de coco. La lotion pour le corps de Mélanie. Je n'étais pas folle. Ils avaient été dans notre lit, au milieu de la journée, dans la maison dont je payais l'hypothèque. J'ai remis le téléphone en place. Je me suis glissé dans le lit à côté de lui. Je suis resté là, à fixer le plafond, les larmes coulant silencieusement le long de mon visage, dans mes oreilles. Je savais. Mais j'avais besoin d'une preuve. Une preuve concrète, irréfutable. Parce que dans un divorce, surtout quand des biens sont en jeu, on ne gagne pas avec les oreillers n'étaient pas à leur place. On gagne avec des preuves. Pendant les 2 semaines suivantes, j'étais une actrice dans ma propre vie. Je souriais. Je faisais du café. J'embrassais Derek au revoir le matin. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Mais à l'intérieur, je hurlais. Je les observais comme un faucon, cataloguant chaque regard, chaque pose, chaque interaction. Le point de rupture, le moment où j'ai su que je n'observais pas seulement, mais que j'assistais à la fin de mon mariage, s'est produit il y a 2 semaines, chez mes parents. Maman nous avait invités pour le dîner du dimanche. Une soirée de rapprochement familial, comme elle l'appelait. Je voulais dire non, mais j'avais besoin de les voir ensemble, en dehors de chez moi. J'avais besoin de voir s'ils allaient faire un faux pas. Le dîner a été une torture. Mon père parlait sans fin de son jardin. Ma mère critiquait mes cheveux. Mélanie était assise en face de Derek, rayonnante et suffisante. Elle portait une robe un peu trop courte, un peu trop moulante. Tout s'est bien passé jusqu'au dessert. J'aidai ma mère à débarrasser la table. Derek s'est levé pour aller aux toilettes. Mélanie s'était levée un instant auparavant pour aller chercher un verre d'eau à la cuisine. Ils se sont heurtés dans le couloir. J'étais debout dans l'embrasure de la salle à manger, tenant une pile d'assiettes sales. Ils ne m'ont pas vu. J'étais dans l'ombre. Ryan passait simplement par la haie. Désolé, Mélanie. Il lui a légèrement attrapé le bras pour l'arrêter. Ce n'était pas une prise du genre, attends. C'était une caresse. Ses doigts se sont attardés sur son biceps. Elle s'est tournée vers lui. Il ne s'est pas reculé. Il s'est penché. Elle lui a chuchoté quelque chose. Je n'ai pas pu entendre ce que c'était, mais j'ai vu la façon dont ses lèvres ont bougé. C'était intime. C'était secret. Et puis, pendant une fraction de seconde, littéralement une seconde, ils ont touché leur front l'un contre l'autre. C'était un geste d'une intimité si profonde, quelque chose que les couples font lorsqu'ils sont amoureux et partagent un moment d'adoration privée. C'était doux. C'était tendre. C'était écœurant. Ryan s'est soudainement redressé, comme s'il se rappelait où il était. Il a reculé, a regardé nerveusement autour de lui, et a continué à marcher vers la salle de bain. Mélanie est restée là 1 seconde. Elle a lissé ses cheveux. Puis elle s'est retournée pour revenir dans la salle à manger. Elle m'a vu. J'étais figé, les assiettes lourdes dans mes mains. Je l'ai dévisagé, les yeux grands ouverts, la bouche légèrement entr'ouverte. Je les avais surpris. Mais Mélanie n'avait pas l'air effrayée. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle m'a regardé et a souri. Ce n'était pas un gentil sourire. C'était un sourire narquois, un sourire de prédateur, un sourire qui disait « Oui, je l'ai fait. » Et alors, qu'est-ce que tu vas y faire? Il est à moi. Elle est passée devant moi, me heurtant légèrement l'épaule. Tiens, laisse-moi t'aider avec ces assiettes, Val, a-t-elle dit à voix haute pour que nos parents l'entendent. Tu as l'air fatigué. J'étais anesthésié. J'ai senti une rage froide s'installer dans ma poitrine, remplaçant l'anxiété. Je n'étais pas une idiote. Je savais que c'était une montagne de signaux d'alarme. Je savais que mon mariage était terminé. J'étais amoureuse de mon mari depuis mes 21 ans. J'avais construit une vie avec lui. Et maintenant,
il échangeait des contacts frontaux avec ma sœur dans le couloir de mes parents. Je n'ai pas fait de scène. Pas là. Pas à ce moment-là. Mes parents auraient simplement nié. Ils auraient dit que je voyais des choses. Ils auraient dit, oh, ce sont juste des beaux-frères et sœurs proches. Non. J'avais besoin qu'ils le disent. J'avais besoin d'entendre les mots sortir de sa bouche. J'ai fini de laver la vaisselle. Je suis rentré avec Derek. Il a bavardé sur la nourriture, complètement inconscient que j'avais tout vu. Je pensais, ai-je dit en l'interrompant alors que nous nous garions dans notre allée, qu'on ne s'est pas accordé d'escapade depuis un moment. Juste nous deux. Derek a eu l'air surpris. Oh, comme des vacances? Juste un week-end, ai-je dit en forçant un sourire. Peut-être aller en ville, séjourner dans un bel hôtel, aller danser, se retrouver. J'ai vu la culpabilité briller dans ses yeux. Il a hésité. Ouais. Ouais, ça a l'air. Ça a l'air bien, Val. On devrait faire ça. J'ai organisé l'escapade du week-end pour le vendredi suivant. J'ai réservé un bel hôtel. J'ai fait des réservations. Je ne préparais pas une escapade romantique. Je préparais un interrogatoire. J'espérais vraiment que ce n'était pas ce que je pensais. Une partie de moi, la partie pathétique qu'il aimait encore, espérait qu'il y avait une explication. Mais la partie logique de moi, la partie experte comptable, savait mieux. Je l'emmenais dans un lieu neutre, loin de Mélanie, loin des distractions, pour lâcher la bombe. Le trajet jusqu'à la ville était tendu, du moins pour moi. Derek semblait en faire trop. Il était trop attentionné, passant mes chansons préférées, me tenant la main sur la console centrale. Ça sonnait comme une performance. Chaque fois qu'il me touchait, j'avais envie de tressaillir, mais je me forçais à rester immobile. Il fallait que ça se déroule parfaitement. Nous nous sommes enregistrés à l'hôtel le vendredi soir. C'était une belle suite avec vue sur la ville. Nous sommes allés à un bon dîner. Nous avons bu un verre. Nous avons dansé. Pendant quelques heures, l'alcool a estompé les angles vifs de ma réalité. Nous sommes retournés dans la chambre. Nous avons été intimes, et c'est quelque chose que je regretterai pour le reste de ma vie. Sur le moment, je crois que j'essayais de le reconquérir. Ou peut-être que je le testais. Ou peut-être que je voulais juste me sentir proche de mon mari une dernière fois, avant de tout faire exploser. Mais le lendemain matin, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux de l'hôtel, le poids de ce que j'avais fait, coucher avec un homme qui me trompait émotionnellement avec ma sœur, m'a laissé avec un sentiment de saleté. Nous avons commandé le service en chambre. Nous étions assis à la petite table près de la fenêtre, buvant du café. Nous étions presque prêts à commencer notre samedi. Derek parlait d'aller dans un musée. J'ai posé ma tasse de café. Le tintement contre la soucoupe était fort dans la pièce silencieuse. Derek, ai-je dit. Ma voix était calme. Étonnamment calme. Il a levé les yeux, souriant. Oui, chérie. Tu as une liaison avec Mélanie? Le silence qui a suivi était assourdissant. Ce n'était pas seulement silencieux. C'était un vide. J'ai vu le sang quitter son visage. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Il a regardé la porte, puis moi. Il n'a pas nié immédiatement. C'était le coup de grâce. S'il était innocent, il aurait ri. Il aurait été confus. Il aurait dit, quoi? Non. C'est insensé. Au lieu de cela, ses yeux se sont remplis de larmes. Val, sa voix s'est brisée. Oui ou non, ai-je dit. Ne me mens pas. Je sais. Je vous ai vus tous les deux chez papa et maman. Je sais pour les oreillers. Dis-moi juste la vérité. As-tu une liaison avec ma sœur? Il a mis sa tête dans ses mains. Ses épaules se sont mises à trembler. Oui. Mon cœur ne s'est pas brisé. Il a été écrasé. Pulvérisé. Même si je savais, entendre le mot « oui » a été un coup physique. C'était comme s'il m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. Pourquoi, ai-je chuchoté? C'était le seul mot que j'ai pu sortir. Il a levé les yeux, les larmes coulant sur son visage. Je suis désolé. Je ne voulais pas que ça arrive. Honnêtement, Val, on a accroché. On a commencé à parler au travail,
et elle m'a vraiment compris, et avant même que je m'en rende compte, on s'embrassait. Puis plus. Ça a juste dérapé. Elle t'a compris, ai-je répété, un rire amer m'échappant. Elle est au chômage depuis 10 ans et ne vit que de drames. Qu'est-ce qu'elle comprend de toi? Le fait que tu es faible? Il a tressailli. Ne dis pas ça. On s'aime. Tu l'aimes, ai-je demandé, sentant la bile me monter à la gorge. Je ne voulais pas te faire de mal, a-t-il sangloté. J'essayais de trouver comment te le dire. Depuis combien de temps, ai-je demandé. 3 mois, a-t-il dit. As-tu couché avec elle dans notre maison, ai-je posé la question qui me hantait. Il a baissé les yeux vers ses genoux. Regarde-moi, ai-je ordonné. As-tu couché avec ma sœur dans notre lit? Le lit où je dors, avant que je ne rentre du travail? Il a simplement tourné la tête, honteux, refusant de croiser mon regard. C'était un oui. Une vague de pure nausée m'a submergé. Je me suis levé. J'avais l'impression de devoir me récurer la peau à l'eau de Javel. J'ai attrapé mon sac à main. Où vas-tu? A-t-il demandé, la panique dans la voix. Je m'en vais, ai-je dit. Je rentre à la maison. Val, attends. Parlons-en. On peut arranger ça. Il s'est levé, tendant la main vers moi. N'ose pas me toucher, ai-je sifflé. Tu as couché avec ma sœur dans mon lit. Il n'y a rien à arranger. C'est fini. Je veux le divorce. Val, s'il te plaît. Comment je suis censé rentrer? A-t-il demandé, l'air pathétique. Nous avions pris ma voiture. Prends un Uber, ai-je dit. Ou appelle Mélanie. Je suis sûr qu'elle serait ravie de venir te chercher. Je suis sorti de la chambre d'hôtel. Je n'ai pas fait ma valise. Je n'ai pas pris mes vêtements. J'ai juste pris mon sac à main et mes clés. J'ai descendu le couloir, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall, et je suis sorti pour aller voir le voiturier. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir le ticket. Je suis rentré seul en voiture. Le trajet, qui avait été tendu hier, était maintenant un flot de larmes et de rage. J'ai crié dans la voiture. J'ai crié jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. Quand je suis rentré à la maison, notre maison, bientôt ma maison ou la maison de personne, je suis passé en mode surmultiplié. La crise de nerfs a eu lieu dans la voiture. Maintenant, l'experte comptable a pris le relais. C'est ce que je fais. Je gère les crises. J'organise le chaos. Je savais que Derek ne serait pas de retour avant quelques heures. Un Uber de la ville lui coûterait une fortune et prendrait du temps. D'abord, je suis allé dans la chambre. J'ai défait le lit. Drap, oreiller, couette. J'ai tout emballé et je l'ai jeté à la poubelle, dehors. Je ne pouvais même pas le regarder. Puis je suis allé au bureau. J'ai attrapé tous les documents financiers que j'ai pu trouver. Déclaration d'impôt, relevé bancaire, l'acte de propriété de la maison, les titres de propriété des voitures. Je savais exactement où tout se trouvait. J'ai tout mis dans une boîte et je l'ai mise dans le coffre de ma voiture. Ensuite, je me suis connecté à nos comptes bancaires. Nous avions un compte courant joint et un compte d'épargne joint. J'ai transféré exactement la moitié de l'épargne sur mon compte personnel, celui que j'avais gardé d'avant notre mariage. Je lui ai laissé sa moitié. Je n'allais pas voler, mais je n'allais pas le laisser vider le compte pour financer sa nouvelle vie avec Mélanie. J'ai annulé les cartes de crédit jointes. Il est arrivé quelques heures plus tard. Il avait pris un Uber. Il est entré, portant son sac et le mien, de l'hôtel. Il avait l'air épuisé, les yeux rouges. Valérie, a-t-il commencé, debout dans le salon. S'il te plaît, on peut s'asseoir? J'étais assise à l'îlot de la cuisine, buvant un verre d'eau. Non. Fais une valise. Sors. C'est aussi ma maison, a-t-il dit faiblement. Je sais, ai-je répondu. Et on laissera les avocats s'en occuper. Mais pour l'instant, tu dois partir. Parce que si tu restes ici ce soir, je pourrais te tuer, et je ne veux pas aller en prison pour toi. Il m'a regardé et a vu que je ne plaisantais pas. La peur dans ses yeux était satisfaisante. Il est allé dans la chambre. Il a fait une valise. Il est revenu. Je vais à l'hôtel, a-t-il dit. Je te laisserai de l'espace. Ne te donne pas la peine,
ai-je dit sans lever les yeux. Va chez Mélanie. Je sais que c'est là que tu vas de toute façon. Il n'a rien dit. Il est juste parti. Le lendemain, je l'ai dit à mes parents. Je suis allé chez eux en voiture. Je suis entré et je les ai trouvés en train de regarder la télévision. Je divorce de Derek, ai-je dit, debout devant la télé. Ils n'avaient pas l'air surpris. Ils avaient l'air mal à l'aise. On sait, a dit maman en coupant le son de la télé. Mélanie nous l'a dit. Elle vous l'a dit, ai-je demandé. Elle est venue ici hier soir, a dit papa. Avec Derek. Alors ils sont là. J'ai regardé autour de moi, prête à me battre. Non, a dit maman. Ils sont allés chez un ami. Jusqu'à ce que les choses se calment. Que les choses se calment. J'ai ri. Un son sec et rauque. Maman, il m'a trompé. Avec ma sœur, ta fille. Je sais, a dit maman en agitant la main d'un air dédaigneux. C'est terrible. Mais ces choses arrivent, Valérie. On ne peut pas contrôler de qui on tombe amoureux. Je l'ai dévisagé. Tu es sérieuse? Tu les défends? Je ne les défends pas, a-t-elle dit. Je dis juste. Mélanie a eu une vie si difficile. Peut-être que Derek est celui qui pourra enfin la sauver. Tu es forte, Valérie. Tu as ta carrière. Tu as de l'argent. Mélanie n'a rien. Peut-être que c'est pour le mieux. Je n'en croyais pas mes oreilles. Tu penses que je devrais être heureuse que ma sœur ait volé mon mari, parce qu'elle a besoin d'être sauvée. Ne sois pas dramatique, a cassé maman. Je suis sorti. Ce fut le début de la fin de ma relation avec eux. Ryan a trouvé un appartement à louer tout de suite, et Star a emménagé avec lui immédiatement. Tout ça s'est passé il y a 3 mois. Notre divorce est presque finalisé. Derek avait d'abord dit que je pouvais garder la maison et les économies. Je pense que c'était la culpabilité qui parlait. Mais après quelques jours, il a changé d'avis. Il a dit que nous devrions partager la maison et les biens à 50-50e. Je sais que c'était Mélanie qui lui soufflait ça à l'oreille. Elle voulait sa part. Mais le vrai coup de poignard est arrivé quelques jours après que je l'ai découvert. Je parcourais Facebook. Mauvaise habitude, je sais. Et j'ai reçu une notification. Mélanie m'avait identifié dans une publication. J'ai cliqué dessus. Mon estomac s'est noué. C'était un selfie d'elle et de Derek. Ils étaient dans son nouvel appartement. Il se tenait derrière elle, l'embrassant sur la joue, ses bras enroulés autour de sa taille. Ils avaient l'air heureux. La légende disait, enfin heureux. Parfois, il faut suivre son cœur, même si ça fait mal aux autres. À mesure nouveaux départs aimés. Et elle m'avait identifié. Elle m'avait identifié sur la photo d'elle avec mon mari. Je suis resté à fixer l'écran, les mains tremblantes. C'était dégoûtant. C'était cruel. C'était une démonstration de pouvoir. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un SMS de Mélanie. Désolé, sœurette. Je ne voulais pas t'identifier. Une erreur de doigt. Sans rancune. D'accord? J'espère qu'on pourra toujours être proches. Tu rencontreras ton âme sœur un jour, toi aussi. Je n'ai pas répondu. Je me suis déconnecté de mon compte. J'ai supprimé l'application de mon téléphone. Puis j'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué le numéro de Derek. Elle n'était pas désolée. Elle voulait que je le voie. Elle voulait gagner. Les bloquer était la première étape, mais le silence n'a pas duré longtemps. Mes parents n'allaient pas me laisser m'effacer sans essayer de me manipuler une dernière fois. Une semaine après l'incident sur Facebook, je suis allé chez mes parents pour récupérer des cartons de vieilles affaires d'enfance que j'avais stockés dans leur grenier. Je ne voulais rien laisser derrière moi. Je voulais une rupture nette. Quand je suis entré, l'atmosphère était lourde. Maman était assise à la table de la cuisine, sirotant une tasse de thé. Papa se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin. Je suis juste là pour mes cartons, ai-je dit en me dirigeant directement vers les escaliers. Valérie, assieds-toi, a dit maman. Sa voix n'était pas une demande. C'était un ordre. Je suis occupé, maman, ai-je répondu. Assieds-toi, a-t-elle cassé. Il faut qu'on parle de cette famille.
J'ai soupiré et je suis retourné dans la cuisine, m'appuyant contre l'embrasure de la porte. Il n'y a plus de famille, maman. Plus maintenant. Arrête de dire ça, a-t-elle dit, les yeux se remplissant de larmes. Je suis désolé que ça soit arrivé. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Mais ta sœur mérite aussi d'être heureuse. Tu ne peux pas lui en vouloir éternellement. Elle a couché avec mon mari, ai-je dit en articulant chaque mot, dans mon lit. Et puis elle a posté une photo en ligne pour se moquer de moi. Si, je peux lui en vouloir éternellement. Elle ne voulait pas se moquer de toi, a dit maman. Elle est juste excitée. Elle est enfin dans une relation stable. Derek prend bien soin d'elle. C'est lui qui lui a trouvé ce travail. C'est lui qui paie l'appartement. Pour la première fois, je n'ai pas à m'inquiéter pour elle. Alors c'est de ça qu'il s'agit, ai-je demandé en réalisant la vérité. Tu es heureuse parce que c'est le problème de quelqu'un d'autre maintenant. Tu te fiches qu'elle ait détruit ma vie, tant qu'elle n'est plus à ta charge. Ce n'est pas juste, a grommelé papa depuis la fenêtre. C'est la vérité, ai-je dit. Vous l'avez toujours couvé. Vous lui avez donné la voiture. Vous lui avez donné de l'argent. Et maintenant, vous lui donnez mon mari. On ne lui a rien donné, a dit maman. Ils sont tombés amoureux. Et écoute, Valérie, tu t'en sors bien. Tu as ton travail. Tu es indépendante. Tu rencontreras quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui te conviendra mieux. Derek a toujours été. Eh bien, il a toujours été un peu simple pour toi, n'est-ce pas? Je les ai regardés. Vraiment regardés. Ce n'étaient peut-être pas des gens méchants. Mais ils étaient faibles. Ils étaient égoïstes. Ils avaient choisi leur camp. Ils avaient choisi l'enfant chéri, celle qui avait besoin d'eux, plutôt que l'enfant indépendante, celle qu'ils pensaient pouvoir tout supporter. Je t'ai montré le SMS qu'elle m'a envoyé, ai-je dit. Celui où elle dit sans rancune. Tu trouves ça normal? Eh bien, tu ne devrais pas être sur ces trucs de réseaux sociaux de toute façon, a dit maman en me congédiant. C'est toxique. C'est toi qui es toxique, ai-je dit doucement. Pardon? Maman a eu l'air choquée. Je me suis tourné vers mon père. Papa, tu es d'accord avec ça? Tu trouves ça normal que Mélanie fasse ça? Mon père, l'homme que je considérais autrefois comme la personne la plus forte du monde, a juste regardé ses chaussures. Il n'a pas voulu croiser mon regard. Je suis d'accord avec ta mère, a-t-il marmonné. Puis il s'est retourné et a quitté la pièce. Ce fut le moment où le cordon s'est finalement rompu. D'accord, ai-je dit. D'accord. Alors, tu viendras pour Pâques, a demandé maman, comme si nous n'avions pas juste eu cette conversation. Mélanie et Derek seront là. On pourra tous rompre le pain et aller de l'avant. J'ai ri. C'était un son sec et creux. Non, maman. Je ne viendrai pas pour Pâques. Je ne viendrai pas pour Noël. Je ne viendrai plus jamais. Ne sois pas comme ça, a-t-elle crié après moi alors que je me dirigeais vers la porte. Tu t'en remettras. La famille, c'est la famille. Je n'ai pas pris mes cartons. Je suis juste sorti, jusqu'à ma voiture. Je suis restée assise là un moment, tremblante. Puis j'ai démarré le moteur. J'ai décidé sur le champ. J'allais couper tout contact, pas seulement avec Mélanie et Derek, mais avec eux aussi. J'allais vendre la maison. J'allais déménager dans un autre état. Je n'allais pas leur dire où. Je n'allais pas leur dire quand. J'allais juste disparaître. Je suis parti, laissant la maison de mes parents dans le rétroviseur. Je leur ai souhaité le pire. Je ne savais pas alors que le karma existait. Je ne savais pas que 8 ans plus tard, ils viendraient me chercher. Et je ne savais certainement pas que mon rein deviendrait l'atout le plus précieux de notre portefeuille familial. La décision de partir ne visait pas seulement à m'éloigner d'eux. C'était une question de survie. Rester dans cette ville, passer devant les endroits où Derek et moi avions eu notre premier rendez-vous, voir l'épicerie où Mélanie et ma mère faisaient leurs courses, c'était comme vivre dans une maison hantée où les fantômes étaient encore vivants et postaient des selfies sur Facebook. J'avais besoin d'une remise à zéro totale. En tant qu'experte comptable, j'ai traité ma vie comme une entreprise en faillite. L'emplacement actuel fonctionnait à perte, faillite émotionnelle, mentale et spirituelle. La seule solution était la liquidation et la délocalisation.
J'ai mis la maison en vente. Elle s'est vendue en 3 semaines. Le marché était porteur, et comme j'avais forcé la vente dans le cadre du règlement du divorce, Derek n'avait pas beaucoup son mot à dire. J'ai pris ma part des fonds propres, de l'argent que Mélanie pensait probablement financer sa lune de miel, et je l'ai mis en banque. J'ai choisi le Minnesota. Les gens me demandaient pourquoi le Minnesota. Tu as de la famille là-bas? La réponse était non. C'était tout l'intérêt. Je l'ai choisi parce qu'il y faisait froid. Je voulais aller quelque part où les hivers étaient rudes, où l'air vous faisait mal au visage, où il fallait être dur juste pour survivre. Ça me semblait approprié. Mon cœur était gelé. Autant vivre dans un endroit qui correspondait. J'ai emballé uniquement ce qui tenait dans ma voiture. J'ai laissé les meubles. J'ai laissé les souvenirs. J'ai roulé vers le nord, regardant le paysage changer, des collines du Missouri aux vastes champs de maïs plats de l'Iowa, et enfin, dans l'étreinte enneigée du Minnesota. La première année a été un enfer. Je ne vais pas vous mentir et dire que c'était un voyage d'épanouissement à la « mange, prie, aime ». Ce n'était pas ça. C'était solitaire. J'ai loué un petit appartement d'une chambre à Minneapolis. Il était propre, moderne et stérile, murs blancs, moquette grise, aucune chaleur. Je passais mes journées à travailler. J'ai trouvé un emploi dans un cabinet comptable de taille moyenne. Je me suis enterré dans les codes fiscaux et les audits. Le travail était sûr. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne couchent pas avec votre sœur. Les chiffres ne vous manipulent pas. Si un bilan n'était pas équilibré, il y avait une raison, et je pouvais la trouver. Je suis devenu la première arrivée au bureau et la dernière à partir. Mon patron m'adorait. Mes collègues pensaient que j'étais une machine. Mais la nuit, le silence était assourdissant. Je rentrais dans cet appartement vide, je préparais un simple dîner pour une personne, et je m'asseyais dans le calme. Les cauchemars étaient vifs. Dans mes rêves, j'entrais dans ma chambre et je les y retrouvais. Ou bien j'étais de retour chez mes parents, hurlant à l'aide, et ils se contentaient de rire et de tendre un trophée à Mélanie. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, cherchant un mari qui n'était pas là. J'ai commencé une thérapie environ 6 mois plus tard. Ma thérapeute, le docteur Evans, était une femme plus âgée et sévère, qui ne gobait pas mon jeu du « je vais bien, je suis juste occupée ». Valérie, a-t-elle dit lors d'une séance en lorgnant par-dessus ses lunettes. Vous avez liquidé votre passé, mais vous n'avez pas investi dans votre avenir. Vous accumulez vos émotions comme vous accumulez vos économies. Vous devez en dépenser un peu. Elle avait raison. Je fonctionnais, mais je ne vivais pas. J'étais en déficit. J'ai commencé petit. J'ai rejoint un club de lecture. J'ai commencé à suivre un cours de cuisine locale, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que Derek n'avait jamais voulu essayer, car il était du genre viande pomme de terre. J'ai appris à faire du risotto. J'ai appris à faire du pain au levain. Le processus de pétrissage de la pâte, de la dégazer et de la regarder lever est devenu thérapeutique. C'était quelque chose que je pouvais contrôler, quelque chose que je pouvais nourrir, et qui ne me trahirait pas lentement. La glace a commencé à fondre. J'ai arrêté de vérifier mon dossier de messages bloqués. J'ai arrêté de chercher leur nom sur Google. J'ai recommencé à respirer. J'étais seul, oui. Mais pour la première fois de ma vie, je n'étais pas vidé. J'étais l'enfant chéri de ma propre vie, simplement parce que j'en étais la seule habitante. Il a fallu 2 ans. 2 ans pour reconstruire mon score de crédit, ma carrière et ma santé mentale. J'avais 34 ans, j'étais directrice principale dans mon cabinet, et j'avais fait une croix sur les hommes. Ma vie amoureuse au Minnesota avait été une série de rendez-vous café d'un soir, avec des hommes qui parlaient trop de leurs ex ou ne parlaient pas du tout. Puis j'ai rencontré Garrett. Ce n'était pas une rencontre digne d'une comédie romantique. Je n'ai pas fait tomber mes dossiers et il ne les a pas rattrapés. J'auditais en fait son restaurant. Garrett avait 39 ans, chef et propriétaire du Hart, un bistrot de la ferme à la table qui avait des difficultés avec sa gestion des stocks, pas avec la qualité de sa nourriture. On m'avait envoyé pour aider à nettoyer les comptes. La première fois que je l'ai vu, il était dans la cuisine en train de crier, non pas de colère, mais de passion, à propos de la qualité des champignons sauvages. Il était couvert de farine, ses cheveux étaient en désordre, et il avait une concentration dans les yeux que j'ai reconnue. C'était la même concentration que j'avais quand je cherchais une déduction fiscale.
Vous devez être le bourreau, a-t-il dit en me voyant debout dans l'embrasure de la cuisine, avec ma mallette. Il s'est essuyé les mains sur son tablier et en a tendu une. Je suis Gareth. Je ne suis pas le bourreau, ai-je dit en lui prenant la main. Elle était chaude et rugueuse, la main d'un travailleur. Je suis le chirurgien. Je suis là pour arrêter l'hémorragie. Il a ri. C'était un son grand et retentissant qui semblait faire trembler les casseroles suspendues au plafond. Très bien. Sauvez-moi la vie, docteur. Nous avons travaillé ensemble pendant 3 semaines. Je me suis assise dans son bureau exigu à l'arrière, réorganisant sa paie et ses contrats avec les fournisseurs. Il m'apportait de la nourriture. Pas seulement de la nourriture, de l'art. Une petite assiette de pétoncle saisie. Un bol de risotto à la truffe. Une tranche de tarte au citron qui me faisait rouler les yeux en arrière. Vous devez manger, disait-il en posant l'assiette sur une pile de factures. Vous avez l'air de survivre au café et à l'anxiété. Je survis à l'efficacité, les jeux corrigés en prenant une bouchée. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Je sais, a-t-il fait un clin d'œil. C'est pour ça que je suis fauché. Les bons ingrédients coûtent cher. On peut arranger ça, ai-je dit. Et nous l'avons fait. Nous avons redressé l'entreprise. Et quelque part entre les comptes de profit et pertes et les inventaires de fin de soirée, nous avons commencé à nous réparer mutuellement. Gareth était l'anti-Derek. Derek était lisse, corporatif, et se souciait profondément des apparences. Gareth était brut, authentique, et se souciait de la substance. Derek voulait une femme trophée. Gareth voulait une partenaire. Nous avons commencé à sortir ensemble, lentement. J'étais terrifié. Je lui ai dit très tôt, j'ai des bagages. Des bagages lourds. Le genre pour lequel on paie un supplément à l'aéroport. Je suis fort, a-t-il dit. Je peux les porter. Un soir, environ 6 mois après le début de notre relation, je lui ai raconté toute l'histoire. La sœur, le mari, les parents, la trahison. J'ai pleuré, m'attendant à ce qu'il me regarde avec pitié, ou qu'il recule devant le drame. Au lieu de cela, il m'a serré contre sa poitrine et m'a tenu si fort que j'avais à peine à respirer. Je suis tellement désolé, a-t-il chuchoté dans mes cheveux. Ce sont des imbéciles. Des imbéciles absolus. Qui jette un diamant pour ramasser une pierre? Gareth m'a présenté à sa famille. Il avait un frère jumeau, Jacques, qui était copropriétaire du restaurant. Jacques était bruyant et drôle, le charme de la salle, face au génie de Gareth en cuisine. Leurs parents, des retraités passionnés qui passaient leur temps à pêcher et à faire du bénévolat, m'ont accueilli à bras ouverts. Il n'y avait pas de compétition, pas d'enfants chéris, pas de bouc émissaire, juste une famille qui s'appréciait. C'est normal, ça, ai-je demandé à Gareth après le dîner de Thanksgiving avec sa famille, où personne ne s'était disputé et où personne n'avait fait de commentaires passifs-agressifs sur mon poids ou mon travail. Qu'est-ce qui est normal, a-t-il demandé en nous ramenant à la maison. Être heureux, être gentils les uns avec les autres. Il a souri et a serré ma main. Ouais, Val, c'est normal. C'est ce que tu mérites. 3 ans après mon arrivée au Minnesota, Gareth m'a demandé en mariage. Il l'a fait dans la cuisine du restaurant, juste après le coup de feu du dîner. Alors que nous partagions une bouteille de vin et que nous rangions, il m'a tendu une petite boîte, en même temps qu'une assiette de mon dessert préféré. Je veux construire un avenir avec toi, a-t-il dit. Sans secret, sans mensonge, juste nous. J'ai dit, oui. Pour la première fois depuis une éternité, les chiffres collaient parfaitement. Cela faisait 4 ans que j'avais quitté le Missouri. Pendant des années de silence, j'avais protégé mon lieu de résidence comme un secret d'État. Seule une poignée de personnes savaient où j'étais. Quelques vieux amis de l'université et une cousine, Sarah, que je pensais neutre. Je pensais qu'elle comprenait. J'avais tort. Je suis rentré du travail un mardi soir pour trouver une épaisse enveloppe de couleur crème dans ma boîte aux lettres. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu l'adresse de l'expéditeur. Saint-Charles, Missouri. Ce n'était pas juste une lettre. C'était une invitation de mariage. La police était bouclée et prétentieuse. L'honneur de votre présence est requis au mariage de Derek Ryan Miller et Mélanie Rose. J'ai failli vomir sur place, dans le hall de mon immeuble. L'audace, la pure et simple audace. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une photo,
une photo de style, save the date. C'était Derek et Mélanie s'enlaçant dans un champ de tournesol. Mélanie portait une robe d'été blanche, le regardant avec adoration. Derek avait l'air plus vieux, fatigué autour des yeux, mais il forçait un sourire. Mais le coup de grâce, c'était le morceau de papier de cahier ligné plié, glissé derrière l'invitation. C'était une lettre de ma mère. Je me suis assise sur mon canapé, les mains tremblantes de rage, et je l'ai lue. Très chère Valérie, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Sarah nous a finalement donné ton adresse après que nous l'ayons suppliée. Nous nous sommes tellement inquiétés pour toi. Nous savons que les choses ne se sont pas passées de la meilleure façon possible il y a 4 ans. Mais ça suffit. Nous sommes une famille, et les familles règlent leurs problèmes. Tu ne peux pas te cacher éternellement. Mélanie et Derek vont se marier. Ce sera une belle cérémonie. Mélanie a spécifiquement demandé ta présence. Elle veut que tu sois sa demoiselle d'honneur. Tout comme elle l'a été pour toi. Elle veut t'enterrer la hache de guerre. Sa grande sœur lui manque. S'il te plaît, Val, sois la plus grande personne. Rentre à la maison. Pardonne-leur. Derek est un homme bien, et ils sont heureux. Ne laisse pas ta fierté ruiner cette famille pour toujours. Amour. Maman. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai commencé à rire. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était le rire de quelqu'un qui regarde dans l'abîme de la stupidité humaine. Elle voulait que je sois demoiselle d'honneur au mariage de mon ex-mari et de ma sœur. Elle voulait que je me tienne là, dans une robe assortie, et que je soutienne l'union des 2 personnes qui m'avaient traumatisé. Sois la plus grande personne. Cette phrase déclenche maintenant une réaction violente en moi. Sois la plus grande personne n'est qu'un code pour « laisse-nous continuer à t'abuser sans conséquence ». Je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais pas triste. Je ressentais une clarté froide et dure. Je suis allé à mon bureau. J'ai pris une paire de ciseaux. J'ai découpé l'invitation en petits morceaux. J'ai découpé la photo d'eux dans le champ de tournesol jusqu'à ce que leur visage ne soit plus que des confettis. Puis j'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de ma cousine Sarah. « Allô » a-t-elle répondu d'un ton enjoué. « Tu leur as donné mon adresse » ai-je dit. Pas de bonjour. Pas de politesse. Val. « Oh, écoute, je suis désolé » a balbutié Sarah. « Ta mère pleurait. Elle disait qu'elle s'inquiétait que tu sois morte ou quelque chose comme ça. J'ai juste pensé. » « Tu as mal pensé » ai-je interrompu. « Je t'ai dit explicitement que ma sécurité et ma santé mentale dépendaient du fait qu'ils ne sachent pas où j'étais. Tu as violé cette confiance. Val, allez. Ce sont tes parents, et... Tu es bloqué, ai-je dit. Ne me contacte plus. Ne leur donne pas mon numéro de téléphone. Si tu le fais, je déposerai une plainte pour harcèlement si vite que sa tête en tournera. Au revoir, Sarah. J'ai raccroché et je l'ai bloqué. J'ai jeté les confettis de leur invitation de mariage à la poubelle. Puis, juste pour être sûr, j'ai vidé mon marque de café dessus. J'ai regardé Gareth, qui était entré et me regardait avec inquiétude. « Tout va bien » a-t-il demandé. « Mieux que bien » ai-je dit en me dépoussiérant les mains. Je viens de sortir la dernière poubelle. Je n'ai pas répondu à la lettre. Je n'ai pas envoyé de cadeaux. Je les ai laissés avoir leur mariage. J'espérais qu'il pleuvrait. 9 mois plus tard. C'est le temps qu'il a fallu pour que les fissures apparaissent dans leur mariage de conte de fées. Je vivais avec Gareth maintenant. Nous avions emménagé dans une belle maison de ville, plus près du restaurant. Nous parlions d'enfants. La vie était belle. Puis, on a frappé à la porte un mardi soir pluvieux. Gareth était au restaurant pour le service du soir. J'étais seul à la maison, en train de revoir le budget du mois. J'ai regardé par le Judas et je me suis figé. C'était Derek. Il avait l'air bien. Trop bien. Il portait un costume sur mesure. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Et il tenait un bouquet de fleurs. Mais ses yeux étaient affolés. Il avait l'air d'un homme qui se noyait tout en essayant de faire croire qu'il nageait. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai immédiatement appelé Gareth. Il est là, ai-je chuchoté. Derek est à notre porte. Je rentre, a dit Gareth instantanément. N'ouvre pas. Non,
reste là, ai-je dit, sentant de nouveau monter cette colère froide. Je peux gérer ça. Je voulais juste que tu saches. J'ai raccroché et j'ai ouvert la porte, en laissant la chaîne de sécurité. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé à travers l'entrebâillement. Le visage de Derek s'est illuminé d'un espoir pathétique. Val. Oh, mon Dieu. Ça fait tellement de bien de te voir. Tu es magnifique. Le Minnesota te va bien. Qu'est-ce que tu veux, Derek, ai-je répété. Tu es sur une propriété privée. Je veux juste parler, a-t-il plaidé. S'il te plaît, Val. Juste 5 minutes. J'ai conduit 10 heures pour arriver ici. Je ne t'ai pas demandé de conduire, ai-je dit. Mélanie et moi divorçons, a-t-il lâché. J'ai cligné des yeux. J'ai senti les coins de ma bouche se contracter, retenant un sourire narquois. Oh, déjà des problèmes au paradis? La lune de miel s'est terminée quand les factures de carte de crédit sont arrivées? Elle m'a trompé, a dit Derek, la voix tremblante. Elle a été infidèle pendant tout notre mariage. Même avant le mariage. Je l'ai découvert. J'ai trouvé des messages. Surprise, surprise, ai-je dit platement. Tu as épousé une infidèle, Derek. Tu l'as trompée avec elle. À quoi t'attendais-tu? Loyauté, honneur? Je sais, a-t-il dit en baissant les yeux sur ses chaussures chères. J'ai fait une énorme erreur. La plus grande erreur de ma vie. Val, tu me manques. Nous me manquons. J'ai réalisé que ce que nous avions était réel. Ce que j'avais avec elle n'était qu'une fantaisie. C'était toxique. Et tu me dis ça parce que... Je veux tourner la page, a-t-il dit en levant les yeux, larmoyant. Je ne m'attends pas à ce que tu me reprennes tout de suite. Mais je pensais qu'on pourrait peut-être parler, tourner la page pour nous deux, peut-être recommencer en tant qu'amis. Je l'ai dévisagé. Je l'ai vraiment regardé. Cet homme qui avait été mon monde me semblait maintenant un étranger. Un étranger faible et pathétique. Tourner la page, ai-je demandé, ma voix dangereusement basse. Tu veux tourner la page? J'ai enlevé la chaîne de sécurité et j'ai ouvert la porte en grand. Il a fait un pas en avant, pensant être invité à entrer. Je me suis mise dans l'embrasure de la porte, lui barrant le passage. Non, ai-je dit à voix haute. Je ne te donne aucune conclusion. Tu as fait ton propre lit, Derek. Maintenant, couchi, pensais-tu vraiment que cette poufiasse dorée de sœur que j'ai, qui a eu plus de visiteurs que le Holiday Inn, allait soudainement afficher un panneau au complet juste parce que tu lui as mis une bague au doigt? Tu es encore plus stupide que je ne le pensais. Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Val, c'est dur. Dur? J'ai ri. Tu as détruit ma vie. Tu m'as humilié. Et maintenant tu viens ici, chez moi, avec des fleurs, en t'attendant à ce que je sois ton tampon émotionnel. Parce que ta fille de rêve s'est avérée être un cauchemar. Je ne pardonne rien. Je ne veux rien de toi. Je me fiche que tu sois triste. Je me fiche que tu sois divorcé. Je suis mieux maintenant que je ne l'ai jamais été avec toi. Tu peux aller au diable. J'ai claqué la porte à sa figure. J'ai verrouillé le peine dormant. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'adrénaline. Je l'ai entendu frapper encore quelques minutes. Puis j'ai entendu ma propriétaire, Madame Gable, dans le couloir. C'était une femme de 70 ans pleine d'entrain, qui connaissait mon histoire. Et, vous? Je l'ai entendu crier. Éloignez-vous de cette porte. Vous dérangez ma locataire. J'ai juste besoin de lui parler, a crié Derek en retour. J'appelle les flics, a hurlé Madame Gable. Mes neveux arrivent et ils jouent au poste de secondeur. Dégage. J'ai entendu des pas s'éloigner rapidement. Je me suis appuyé contre la porte et j'ai expiré. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais plus légère. Je pensais que c'en était fini. Mais Derek, dans son désespoir, était persistant. Le lendemain soir, je suis allé au Hart pour dîner et attendre que Garrett termine son service. C'était un mardi calme. J'étais assise à ma table d'angle habituelle, travaillant sur mon ordinateur portable. La porte s'est ouverte et Derek est entré. Il m'a repéré immédiatement et s'est dirigé vers ma table. Il n'avait pas l'air aussi soigné que la veille.
Il avait l'air dérangé. Il a tiré la chaise en face de moi et s'est assis sans demander. Gareth l'a repéré instantanément depuis la cuisine ouverte. J'ai vu le visage de Gareth s'assombrir. Il s'est essuyé les mains et a commencé à s'approcher, les yeux fixés sur Derek comme un missile. « Val », a dit Derek, ignorant la menace imminente de mon fiancé. « S'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. » Elle a tout pris. Gareth est arrivé à la table. Il n'a pas dit un mot. Il a juste posé une main sur mon épaule, une revendication silencieuse de protection. Il a regardé Derek. « Vous devez partir maintenant. » Derek a levé les yeux vers Gareth, le jaugeant. Gareth était large d'épaules, avec des cicatrices de brûlure sur les bras et une présence qui criait « Ne me cherchez pas ». Derek a reculé. « Je veux juste parler à ma femme », a marmonné Derek. « Ex-femme », a corrigé Gareth. « Et elle ne veut pas vous parler. » J'ai regardé Derek. J'ai vu la misère dans ses yeux. Et j'avoue qu'une partie sombre de moi, la partie qui avait été si profondément blessée, voulait savoir. Je voulais les détails. Je voulais me repaître des débris de leur relation. « Attends, Gareth », ai-je dit en posant une main sur son bras. J'ai une ou deux questions. Gareth m'a regardé, inquiet, mais il a hoché la tête. Il est resté debout là, surplombant Derek. « Qu'est-ce qui s'est passé, Derek ?» ai-je demandé en m'adossant à ma chaise. « Raconte-moi. Amuse-moi. » Derek a pris une grande inspiration, pensant avoir une ouverture. Elle avait des liaisons. Au moins deux, tous deux des hommes mariés. L'un était un de nos clients. L'autre, son coach personnel. Original, ai-je dit d'un ton neutre. C'était 2 ans après le mariage, a poursuivi Derek, la voix amère. C'était une période difficile pour moi financièrement. On m'a refusé une promotion à cause des rumeurs au travail sur nous, sur la façon dont nous nous sommes mis ensemble. Les gens ne me faisaient pas confiance. J'ai souri narquoisement. Le karma, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Le monde de l'entreprise n'aime pas les gens compliqués, Derek. J'ai tenu bon, a-t-il gémi. J'ai essayé de faire en sorte que ça marche. Mais elle dépensait de l'argent plus vite que je ne pouvais en gagner. Elle voulait une nouvelle voiture. Elle voulait des vacances. J'étais endetté jusqu'au cou. Et puis j'ai découvert qu'elle prévoyait de me quitter pour le coach. Elle essayait de me faire accuser de violence pour obtenir un meilleur règlement. J'ai levé les yeux au ciel. Mélanie, classique. Alors tu es fauché? Elle a eu la moitié, a-t-il dit. La moitié de ce qui restait, ce qui n'était pas grand-chose. J'ai dû vendre l'appartement. Mes économies ont disparu. Les frais de justice m'ont ruiné. Et où est-elle maintenant, ai-je demandé. C'était la question à laquelle je voulais vraiment une réponse. Elle a dû retourner vivre chez tes parents, a dit Derek, l'air dégoûté. Elle vit dans son ancienne chambre. Elle n'a ni voiture, ni travail, ni mari. Elle est de retour à la case départ. Un sentiment de satisfaction pure et chaude s'est répandu dans ma poitrine. C'était meilleur que le risotto. Et toi, ai-je demandé. Je vis dans un motel, a-t-il admis. Je suis venu ici en espérant que tu avais encore des sentiments. Val, on était bien ensemble. On avait du sens. Je l'ai regardé. On avait du sens parce que je te portais, Derek. Je gérais ta vie. Je gérais ton ego. Et au moment où j'ai arrêté, tu t'es effondré. Je me suis levé. C'est ce que je voulais entendre. Ma sœur ratée est de retour chez mes parents, misérable, et toi, tu es fauché et seul. Mon travail ici est terminé. Val, s'il te plaît. Dehors, a dit Gareth. Sa voix était basse, comme un grognement. Derek a regardé autour de lui. Le barman le fixait. 2 serveurs regardaient. Les quelques clients du restaurant regardaient. Il a réalisé qu'il était encerclé. Il s'est levé, a rentré la queue entre les jambes, et s'est tourné vers la porte. Et Derek, ai-je appelé. Il s'est retourné, une lueur d'espoir dans les yeux. Si tu t'approches de moi à nouveau, ai-je dit en souriant doucement, Gareth te passera au hachoir. Et je le déduirai comme une dépense professionnelle. Il a couru. Gareth m'a regardé et a souri. Dépense professionnelle? Sympa.
Je suis une bonne comptable, ai-je haussé les épaules. Le temps a passé. Nous avons guéri. Nous avons construit. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Gareth et moi sommes mariés depuis 5 ans. Nous avons 2 beaux enfants, des jumeaux nommés Léo et Sam, qui ont 4 ans. Ils sont chaotiques, désordonnés et bruyants, et je les aime plus que je n'aurais jamais cru possible. L'entreprise de Gareth s'est développée. Nous avons ouvert un 2e emplacement du Hart, puis une boulangerie à côté. Je travaille à temps partiel en tant que directrice financière de notre petit empire de restaurants, gérant les finances depuis un bureau à domicile pour pouvoir être avec les garçons. Ma vie est pleine. Ma famille se compose de Gareth, des jumeaux, de Jacques, qui est le meilleur oncle du monde, et de mes merveilleux beaux-parents. Je n'ai pas parlé à ma famille biologique depuis 8 ans. Mais ce n'est pas parce qu'on tire la chasse d'eau que l'odeur ne persiste pas parfois. Après l'incident avec Derek, j'ai eu la paix pendant un certain temps. Mais après la naissance des jumeaux, les singes volants ont commencé à tourner en rond. Ça a commencé par une demande de message sur Instagram. Un profil sans photo, nommé « Mamie Linda Amour ». J'ai entendu dire que tu avais des jumeaux, des garçons. Mes petits-fils. S'il te plaît, Valérie. Je veux juste voir une photo. Ton père a le cœur brisé. Je l'ai bloqué. Puis des emails. Valérie, s'il te plaît. Nous vieillissons. Tu nous manques. Nous te pardonnons d'être parti. Nous te pardonnons. J'ai ricané en montrant l'email à Gareth. Il me pardonne. Les narcissiques réécrivent l'histoire pour se faire passer pour des héros, a dit Gareth en supprimant l'email pour moi. Puis sont venues les demandes d'amis sur Facebook de cousins éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis des décennies. Ils cherchaient des informations. J'ai gardé mes profils bien verrouillés. Pas de photos publiques, pas de géolocalisation. Mais ils étaient persistants. Un jour, j'ai reçu un message qui a réussi à passer à travers les filtres. C'était de nouveau de ma mère, mais cette fois depuis un nouveau compte. Ta sœur est malade. Elle a besoin de sa famille. Arrête d'être si égoïste et appelle-nous. Les garçons méritent de connaître leur tante. J'ai répondu pour la première fois en des années. Mes garçons ont une tante. Elle s'appelle Sarah, la belle-sœur de Gareth. Ils ont des grands-parents qui les aiment et ne font pas de favoritisme. Vous n'avez aucun petit-fils ici. Je ne suis pas votre fille. Si vous voulez des petits-enfants, encouragez Mélanie à sortir et à faire ce qu'elle fait de mieux. Laissez-moi tranquille. J'ai bloqué ce compte aussi. Mais le ton des messages a récemment changé. Ils sont passés de la culpabilisation au désespoir. Nous allons perdre la maison. Les factures médicales nous noient. Nous avons besoin d'aide. S'il te plaît. Val, nous savons que tu as de l'argent. Je n'ai ressenti que de l'agacement. Ils étaient comme des moustiques bourdonnant autour d'une moustiquaire. J'étais en sécurité à l'intérieur, mais le bruit était irritant. Je ne réalisais pas que ce bourdonnement n'était pas seulement du bruit. C'était le son d'une bombe à retardement. Le bombardement s'est intensifié. Mélanie a commencé à me contacter directement. Des dizaines de mails. Sœurette, s'il te plaît. Je meurs. Ce n'est pas une blague. J'ai besoin de te parler. Juste 5 minutes. Après 3 semaines de ce manège, la curiosité, et peut-être le désir de les faire taire une bonne fois pour toutes, ont eu raison de moi. J'ai accepté un appel Zoom. Juste moi, ai-je répondu par email. Pas d'enfant, pas de Gareth, juste un écran. Et si vous commencez à me culpabiliser sur le passé, je raccroche. J'ai installé l'ordinateur portable dans mon bureau à domicile. Gareth s'est assis juste hors champ, me tenant la main. À 19h, l'écran s'est allumé. J'ai eu un hoquet involontaire. Je m'attendais à ce qu'ils aient l'air plus vieux. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient l'air de cadavres. Ma mère, Linda, semblait fragile, ses cheveux gris et clairsemés. Mon père, Robert, avait l'air vaincu, affalé sur une chaise en arrière-plan. La maison derrière eux, la cuisine où j'ai grandi, semblait en désordre et sale. Mais Mélanie était méconnaissable. L'enfant chéri avait disparu. À sa place, il y avait un squelette. Sa peau avait une couleur jaunâtre et grisâtre. Ses yeux étaient enfoncés dans des orbites sombres. Ses cheveux étaient cassants.
Elle avait l'air d'avoir 20 ans de plus que son âge. « Salut, Val », a croassé Mélanie. Sa voix était faible. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé, en gardant une voix ferme, bien que mon estomac se torde. « Ils veulent voir les enfants », a interrompu maman, sa voix stridente. « Où sont mes petits-fils ?»« Non », ai-je dit fermement. « Je vous ai dit. Juste moi. » « De quoi s'agit-il ?» Mélanie a commencé à pleurer. « Je suis malade, Val. Vraiment malade. »« Je vois ça », ai-je dit. « Qu'est-ce que c'est ?»« Insuffisance rénale », a-t-elle chuchoté. « Stade 5. Mes reins lâchent. Je suis sous dialyse 3 fois par semaine, mais ça ne marche pas bien. Mon corps la rejette. »« Pourquoi ?» ai-je demandé. « Génétique, mode de vie », a grogné mon père depuis le fond. Pilule amaigrissante, alcool, stress. Mélanie lui a lancé un regard noir, puis s'est retournée vers moi. J'ai besoin d'une greffe, Val. Je suis sur la liste depuis 2 ans, mais je suis au négatif. C'est rare. La liste d'attente est de 5 à 7 ans. Je n'ai pas ce temps. Le médecin dit peut-être 6 mois. Je me suis adossé à ma chaise. Au négatif. J'étais au négatif. Il le savait. C'est donc pour ça que vous avez appelé, ai-je dit. Vous voulez mon rein. Nous avons besoin d'un donneur, a sangloté maman. Nous avons fait les tests. Ton père n'est pas du bon groupe sanguin. Je suis trop vieille et j'ai de l'hypertension. Derek. Eh bien, il est parti. Tu es la seule qui reste. Tu es sa sœur. Tu es compatible. Je n'ai pas été testé, ai-je dit. Mais vous êtes sœur, a crié maman. Les chances sont élevées. S'il te plaît, Val. Je sais qu'elle t'a fait du mal. Je sais que nous avons fait des erreurs. Mais elle va mourir. C'est ce que tu veux. Veux-tu que je meure pour ce que j'ai fait, a demandé Mélanie en me regardant avec ses grands yeux pathétiques. Nous nous noyons, a soudainement pris la parole papa. Entre ces factures médicales et le fait que nous ne pouvons pas travailler parce que nous devons nous occuper d'elle, nous avons 3 mois de retard sur l'hypothèque. Nous allons perdre la maison. Nous pensions que si tu revenais, tu pourrais peut-être nous aider à régler les finances aussi. Tu es comptable. Tu as de l'argent. L'audace était à couper le souffle. Il voulait une partie de mon corps et mon portefeuille. Alors, j'ai dit lentement, vous voulez que je me fasse opérer, que je lui donne un organe vital, puis que je paie vos dettes, après que vous m'ayez dit de passer outre le fait que mon mari a couché avec elle? Arrête d'être comme ça, a cassé maman, la vieille colère refaisant surface. C'était il y a des années. Pourquoi es-tu si vindicative? C'est un rein, Valérie. Tu en as 2. Elle en a besoin d'un pour vivre. S'il te plaît, a chuchoté Mélanie. Je ne veux pas mourir. J'ai peur. Rentre à la maison. Fais juste le test. Si tu n'es pas compatible, nous ne t'embêterons plus jamais. Je te le promets. J'ai regardé Gareth. Il m'a serré la main très fort. Ses yeux étaient furieux, mais il a légèrement hoché la tête. Il savait ce que je pensais. Je dois y réfléchir, ai-je dit à l'écran. Je vous le ferai savoir demain. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. J'ai refermé l'ordinateur portable et je suis resté assise en silence. Tu n'envisages pas sérieusement ça, n'est-ce pas, a demandé Gareth, la voix basse. Val, ce sont des vampires. Ils te videront de ton sang. Je sais, ai-je dit. Je ne vais pas lui donner un rein. Gareth, je ne suis pas folle. Alors pourquoi n'as-tu pas simplement dit non? Parce que. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant la rue paisible du Minnesota. Parce qu'un nom par Zoom ne suffit pas. Ils ne le croiront pas. Ils penseront que je suis juste mesquine. Ils passeront le reste de leur vie à me blâmer, à dire à tout le monde que j'ai assassiné ma sœur par dépit. Alors je veux être sûr, ai-je dit. Et je veux qu'ils me voient. Je veux qu'ils voient la vie que j'ai construite. Je veux regarder Mélanie dans les yeux quand je rendrai le verdict. Le lendemain, je suis allé dans un laboratoire spécialisé à Minneapolis. J'ai payé pour un test de compatibilité accéléré. J'ai fait envoyer mes dossiers médicaux.
Une semaine plus tard, les résultats sont arrivés. Je suis restée assise dans ma voiture sur le parking, tenant l'enveloppe. Je l'ai ouverte. Compatibilité HLA 6/6. Parfaite. Groupe sanguin compatible. C'était presque de l'humour cosmique. Biologiquement, nous étions parfaites l'une pour l'autre. Spirituellement, nous étions ennemis. J'étais la seule personne sur Terre qui pouvait lui sauver la vie. J'ai ressenti une vague de pouvoir. C'était enivrant. Toute ma vie, j'avais été l'impuissante. Celle qui devait mendier l'attention. Celle qui devait accepter les miettes. Maintenant, je détenais la carte maîtresse. Je tenais la vie et la mort entre mes mains. Je suis rentré et j'ai tout dit à Gareth. Je suis compatible, ai-je dit. Il a pâli. Val. Je vais y aller, ai-je dit. Je vais prendre l'avion pour Saint-Charles. Je viens avec toi, a-t-il dit immédiatement. Non, j'ai secoué la tête. C'est quelque chose que je dois faire seul. Si tu es là, ils se concentreront sur toi. Ils essaieront de te manipuler, ou ils diront que tu m'as forcé à dire non. J'ai besoin de me tenir sur mes deux pieds dans cette maison. J'ai besoin de finir ça. Il n'aimait pas ça, mais il la respectait. D'accord, mais tu gardes ton téléphone allumé. Si les choses tournent mal, je prends l'avion avec Jacques et une batte de baseball. Marché conclu, ai-je souri. J'ai envoyé un email à mes parents. J'ai été testé ici. Les résultats sont arrivés. Je viens à Saint-Charles pour discuter des prochaines étapes. Ne dites à personne que je viens. Je vous retrouverai à l'hôpital. Ils ont répondu instantanément. Dieu merci. Merci, Valérie. Nous savions que tu ferais la bonne chose. Nous prions. Ils pensaient que, discuter des prochaines étapes, signifiait planifier la chirurgie. Ils pensaient qu'ils avaient encore gagné. Le bouc émissaire était revenu pour servir l'enfant chéri une dernière fois. J'ai réservé un billet en première classe. J'ai réservé une suite dans le plus bel hôtel de Saint-Louis, refusant de rester chez eux. J'ai loué une voiture de luxe. Je ne revenais pas en tant que la fille qui avait besoin de leur approbation. Je revenais en tant que PDG de ma propre vie. Au moment où j'ai atterri au Missouri, l'état de Mélanie s'était aggravé. Elle avait été admise à l'hôpital à plein temps. C'était en fait un soulagement. Cela signifiait que je n'avais pas à aller chez mes parents. La confrontation aurait lieu sur un terrain neutre, ou du moins aussi neutre qu'une chambre d'hôpital puisse l'être. J'ai conduit la Mercedes de location jusqu'à l'hôpital. Franchir ces portes coulissantes en verre, c'était comme remonter le temps. L'odeur m'a de nouveau frappé, antiseptique et désespoir. Je suis allé au service de néphrologie. Mes parents étaient dans la salle d'attente. Quand ils m'ont vu, ils ont sursauté. Valérie, a crié maman en se précipitant pour me serrer dans ses bras. Elle avait l'air d'une mendiante. Ses vêtements étaient usés, ses cheveux négligés. Je me suis raidi et je n'ai pas rendu son étreinte. Bonjour, Linda. Elle a reculé, blessée par le nom, mais trop désespérée pour commenter. Merci d'être venu. Les médecins sont si excités. Ils ont dit que si tu es compatible, ils peuvent préparer l'opération dès la semaine prochaine. Où est-elle, ai-je demandé. Chambre 304, a dit papa. Elle est faible, mais elle est réveillée. Allons-y, ai-je dit. Nous avons descendu le couloir. Un médecin, le docteur Harris, nous a rejoints devant la chambre. Vous devez être la sœur, a-t-il dit en me serrant vigoureusement la main. J'ai entendu la bonne nouvelle concernant les tests effectués au Minnesota. Nous n'avons pas encore vu les documents officiels, mais votre mère dit que vous êtes compatible. J'ai les documents ici même, ai-je dit en tapotant mon sac de créateur. Excellent, a-t-il rayonné. C'est un miracle. Vraiment. Mélanie n'a plus beaucoup de temps. Peut-être quelques semaines sans ça. Vous lui sauvez la vie. Il reniflement a ouvert la porte. Mélanie était allongée dans le lit, branchée à des machines. Elle avait l'air encore pire en personne. Sa peau était presque translucide. Elle avait l'air minuscule. Quand elle m'a vu, des larmes ont rempli ses yeux. Val, a-t-elle chuchoté. Tu es venu. Je suis entré dans la chambre. Mes parents ont suivi, planant nerveusement. Le médecin se tenait près du dossier,
prêt à commencer à planifier. L'air dans la pièce était lourd d'attente. Ils me regardaient tous. La sauveuse, la donneuse, la pièce de rechange. J'ai regardé autour de la pièce. J'ai vu les fleurs près de la fenêtre. J'ai vu les cartes de prompt rétablissement. J'ai vu la peur dans les yeux de ma sœur. Et je me suis souvenu. Je me suis souvenu des thés d'oreiller. Je me suis souvenu de la publication Facebook. Je me suis souvenu des années passées à être la seconde. Je me suis souvenu de ma mère me disant de passer à autre chose. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment. Je me suis approché du côté du lit. J'ai posé mon sac sur la chaise. Je me suis tenu au-dessus de Mélanie. « Salut, Mélanie » ai-je dit doucement. « Salut » a-t-elle croassé. Elle a tendu une main, mince et tremblante. Je l'ai regardée, mais je ne l'ai pas prise. « J'ai les résultats » ai-je dit. « Est-ce que... sommes-nous compatibles » a-t-elle demandé, sa voix remplie d'un espoir désespéré qui était pénible à voir. Mes parents se sont approchés. « Dis-nous, Val » a dit maman. « S'il te plaît. » Je me suis tourné vers le médecin. « Docteur Harris, d'un point de vue strictement médical, quelles sont les chances d'une parfaite compatibilité HLA entre frères et sœurs ? » Environ 25%, a-t-il dit. Il est rare d'obtenir un parfait 6 sur 6. Je me suis retourné vers Mélanie. J'ai sorti l'enveloppe de mon sac. Je l'ai ouverte lentement. Nous sommes parfaitement compatibles, ai-je dit. 6 sur 6. Les médecins du Minnesota ont dit qu'ils voient rarement une compatibilité aussi élevée. Un sanglot de soulagement collectif a éclaté dans la pièce. Maman a fondu en larmes. Papa s'est affalé contre le mur en marmonnant « Dieu merci ». Mélanie a fermé les yeux, un sourire effleurant ses lèvres gercées. « Oh, merci, Val » a chuchoté Mélanie. « Je savais que tu me sauverais. Je savais que tu m'aimais. » « On peut programmer l'opération pour mardi » a dit le docteur Harris en attrapant sa tablette. « On doit vous faire quelques tests préopératoires, Valérie, mais... » « Attendez » ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a tranché dans la célébration comme un couteau. La pièce est devenue silencieuse. J'ai baissé les yeux sur Mélanie. Je me suis penché tout près, si près que je pouvais sentir l'odeur de la maladie sur son souffle. Je n'ai pas dit que je ferais l'opération, ai-je dit. Les yeux de Mélanie se sont ouverts d'un coup. Quoi ? J'ai dit que nous étions compatibles, ai-je continué, ma voix ferme et froide. Je n'ai pas dit que je te donnais mon rein. Valérie, de quoi parles-tu ? A crié maman. Arrête de plaisanter. Je ne plaisante pas, ai-je dit. Valérie se tenait là, regardant dans les grands yeux bruns de la sœur qui lui avait tout pris. La pièce était silencieuse, à l'exception du bip du moniteur. Ses parents se tenaient la main, figés dans la confusion. Le médecin leva les yeux, le stylo en suspens. C'était le moment qu'elle attendait depuis 8 ans. Le moment où le bouc émissaire a pris le maillet. Si vous écoutez encore à ce stade, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous. Cela me permet de savoir que vous êtes incroyable et que vous êtes avec moi dans ce voyage. Votre soutien est un énorme encouragement pour moi. Commentez un pour que je puisse vous reconnaître. Et maintenant, laissez-moi continuer mon histoire. Je suis venu ici, ai-je dit en fixant Mélanie, pour te le dire en personne. Parce que je voulais que tu saches exactement pourquoi tu n'auras pas ce rein. Val, s'il te plaît, Mélanie a commencé à pleurer, la peur remplaçant le soulagement. Je suis en train de mourir. Je sais, ai-je dit. Et c'est une tragédie, mais ce n'est pas ma tragédie. Tu es la personne la plus ignoble, narcissique et égoïste que j'ai jamais connue. Tu as pris mon mari. Tu as couché avec lui dans mon lit. Tu t'es moqué de moi publiquement. Tu as détruit ma vie sans une seconde de réflexion. Parce que tu croyais que tu avais droit à tout ce que j'avais. C'était il y a des années, a crié papa en s'avançant. Tu ne peux pas la laisser mourir pour une erreur. Je me suis retourné pour lui faire face. Une erreur ? Non. Une erreur, c'est oublier de sortir les poubelles. Ce qu'elle a fait, ce que vous avez permis, c'était une destruction systématique de ma dignité. Vous m'avez dit de passer à autre chose. Vous m'avez dit qu'elle méritait d'être heureuse. Eh bien, je suis heureuse maintenant.
J'ai un mari qui m'aime. J'ai 2 enfants qui ont besoin de leur mère, entière et en bonne santé. Je ne vais pas risquer ma vie, ma santé et l'avenir de mes enfants pour sauver la personne qui a essayé de me ruiner. Tu as des enfants, a haleté maman. Tu as des petits-fils? Oui, ai-je dit. Et ils ne vous rencontreront jamais, parce que vous êtes toxique. Vous videz tous ceux qui vous entourent. Je me suis retourné vers Mélanie. Tu as entendu ça? Je suis parfaitement compatible. Essentiellement, je suis la seule personne sur Terre qui peut te sauver en ce moment. Et je ne vais pas le faire. Je veux que tu restes allongé ici, et que tu penses à chaque choix que tu as fait. Chaque fois que tu as souri narquoisement. Chaque fois que tu as pris quelque chose qui n'était pas à toi. Maintenant, tu paies l'addition. Le karma est enfin arrivé. Mélanie, tu vas mourir. Tu devrais faire la paix avec ça. Monstre, a hurlé maman en se jetant sur moi. Salope ingrate. Comment peux-tu faire ça? Le médecin s'est interposé, la bloquant. Madame, s'il vous plaît. Sécurité. Elle tue sa sœur, a crié maman en agitant les bras. Non, ai-je dit calmement en reculant vers la porte. C'est son mode de vie qui a détruit ses reins. Je refuse simplement d'être le sacrifice. J'ai regardé mes parents une dernière fois. Ils avaient l'air haineux, les brisés. Ne me parlez même pas, ai-je dit. Et n'osez plus jamais me demander quoi que ce soit. Pas d'argent. Pas la maison. Rien. On va te poursuivre en justice, a rugi papa. On va te poursuivre pour obtenir une pension alimentaire. Bonne chance, ai-je ri. Je suis expert comptable. Mes biens sont intouchables. Mais je vais vous dire une chose. Le seul argent que je dépenserai pour vous, serait pour vos funérailles. J'ai fait une pause, la main sur la poignée de la porte. Sous une seule condition, ai-je ajouté, ma voix dégoulinante de glace. Que vous soyez incinéré et que les cendres me soient remises. Pourquoi, a craché maman à travers ses sanglots. Pour nous garder? Non, ai-je souri. Pour que je puisse promptement déposer vos restes dans les toilettes de la station-service la plus sale que je puisse trouver, et vous tirer la chasse pour vous évacuer de ma vie à tout jamais. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Même le médecin avait l'air choqué. Mélanie a poussé un hurlement de pur désespoir. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. J'ai descendu le couloir de l'hôpital. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai entendu l'agitation derrière moi, les infirmières qui couraient, ma mère qui criait, mais ça sonnait comme si c'était sous l'eau. J'ai ressenti un étrange bourdonnement dans mes oreilles, l'adrénaline s'estompant lentement pour laisser place à un profond sentiment de calme. Je suis monté dans la voiture de location. Je suis resté assise là un moment, agrippant le volant. J'ai vérifié mon pouls. Il était régulier. J'ai roulé directement jusqu'à l'aéroport. J'ai rendu la voiture. J'ai changé mon vol pour le premier disponible. Je ne voulais pas passer une minute de plus dans cet état. Alors que l'avion décollait, s'élevant au-dessus des nuages, j'ai regardé la ville tentaculaire de Saint-Louis disparaître sous moi. Quelque part là-bas, dans une chambre stérile, ma sœur faisait face à sa mortalité. Quelque part là-bas, mes parents réalisaient que leur enfant chéri était parti et que leur bouc émissaire avait enfin brisé la chaîne. J'ai ressenti une pointe de tristesse, non pas pour eux, mais pour la petite fille que j'étais. La fille qui voulait juste que sa mère l'aime. La fille qui essayait si fort d'être parfaite pour qu'il la remarque. J'ai pleuré sa perte, mais je l'ai aussi célébrée, parce qu'elle avait survécu assez longtemps pour devenir moi. J'ai atterri à Minneapolis tard ce soir-là. Garrett m'attendait à la récupération des bagages. Il avait les jumeaux avec lui, même s'il était passé l'heure de leur coucher. Ils étaient en pyjama, l'air endormis et ébouriffés. Quand ils m'ont vu, leurs visages se sont illuminés. Maman. Ils ont couru vers moi. J'ai laissé tomber mon sac et je suis tombé à genoux, les serrant tous les deux dans un immense câlin. Ils sentaient le shampoing pour bébé et le lait. Ils étaient solides et réels. Garrett a enroulé ses bras autour de nous tous. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il a juste embrassé le haut de ma tête et a dit, « Rentrons à la maison. » Nous sommes rentrés en voiture. J'ai porté les garçons au lit. Je les ai bordés. Plus tard, assise dans notre cuisine avec une tasse de thé, j'ai tout raconté à Garrett. Je lui ai parlé de la compatibilité.
Je lui ai parlé de ce que j'avais dit. Il a écouté en silence. Quand j'ai fini, il a pris ma main. Tu as fait ce que tu devais faire pour te protéger, Val. Tu as brisé le cycle. Oui, ai-je chuchoté. Je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Je suppose que Mélanie est décédée. Ou peut-être qu'elle est toujours sous dialyse, attendant un miracle qui ne viendra pas. Mes parents ont probablement perdu la maison. Je ne vérifie pas. Je ne les cherche pas sur Google. Je m'en fiche. J'ai ma famille, pas celle dans laquelle je suis né, mais celle que j'ai construite. Celle bâtie sur l'amour, le respect et la loyauté. Alors, à tous ceux qui écoutent et qui s'accrochent à une relation toxique parce que c'est la famille, laissez tomber. La biologie est un accident. L'amour est un choix. Ne vous immolez pas par le feu pour tenir les autres au chaud. Parfois, il faut être le méchant dans leur histoire pour être le héros dans la vôtre. Je suis Valérie. Je suis une épouse, une mère et une survivante. Et je suis enfin, vraiment libre. Merci de m'avoir écouté. Alors que l'histoire se termine, il nous reste un profond rappel de la force qu'il faut pour reprendre sa vie en main, après avoir été victime de trahison et de toxicité. Le parcours de Valérie nous enseigne que l'estime de soi n'est pas déterminée par l'approbation des autres, mais par les limites que nous nous fixons, et le courage que nous rassemblons pour protéger notre paix. Sa décision de s'éloigner d'une famille qui l'a vidée émotionnellement, puis physiquement, n'était pas un acte de cruauté, mais un acte de survie et de respect de soi. Cette histoire nous invite à réfléchir aux relations que nous entretenons et aux sacrifices que nous faisons. Elle nous rappelle que le pardon ne signifie pas toujours la réconciliation, et que parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire pour nous-mêmes est de laisser partir ce qui nous fait du mal. La résilience de Valérie nous inspire à rester ferme face à la manipulation, et à donner la priorité à la vie que nous méritons, plutôt qu'aux attentes des autres. Quelles sont vos réflexions sur cette puissante leçon d'autonomisation ? Partagez vos idées ci-dessous, ou commentez simplement « bien » si vous avez trouvé cette réflexion significative. Continuons la conversation et inspirons-nous les uns les autres à surmonter les défis de la vie.